Hey! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas passé votre matinée dans les shots de la fac à avoir des nausées, à être dans les vapes parce que vous avez vos règles. Voilà, on est le 25 janvier, il est 11h40 actuellement et effectivement ma matinée n'a pas été vraiment glorieuse, mais là comme ça va beaucoup mieux, je me suis dit autant tourner une vidéo que j'espère sortir cette semaine, sinon bah il n'y a pas de vidéo. Ça va être un vlog lecture assez spécial parce que ça va être concentré sur les œuvres graphiques. L'un de mes goals en 2024 c'est de lire beaucoup plus de ce genre là, que ce soit en manga, les BD je vais laisser un peu à part parce que c'est pas vraiment dans mes priorités pour l'instant, mais également en album jeunesse. Alors là c'est un goal qui est un peu impromptu parce que de base les albums jeunesse je m'y intéresse pas forcément, j'en ai pas forcément l'envie, mais dans mon master actuellement j'ai un nouveau cours qui est centré autour de la littérature jeunesse et plus spécifiquement sur les albums jeunesse et j'étais en mode mais ça a l'air vachement intéressant en fait, pourquoi pas essayer. Je me suis rappelé également que quand j'étais à Taïwan cet été, il y avait une exposition qui mettait en avant l'œuvre d'un illustrateur auteur taïwanais qui est Jimmy Liao. J'étais vraiment émue par la manière dont il dépeignait, dont il rendait hommage à l'imaginaire, aux espoirs, aux rêves, à la mélancolie, à la solitude de l'enfant, avec tellement de respect et surtout d'empathie. J'ai vu qu'il avait quelques œuvres qui étaient traduites en France, même pas mal. J'ai vu que dans la médiathèque de ma ville, il y en avait pas mal à emprunter, donc je suis allée, j'ai fait ma carte de médiathèque, enfin après 6 mois ici, il était temps. Et avec ma carte j'étais en mode mais on peut emprunter 21 ouvrages, bah pourquoi pas emprunter de nouveaux mangas pour découvrir de nouveaux titres. Oui, je me suis lâchée, du coup j'ai tout ça, si j'arrive à les lire et surtout à les porter, à vous présenter. Voilà. Et je suis désolée pour la lumière changeante, mais comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai oublié mon matos d'action chez mes parents. Du coup, je n'ai rien. Le cadre, la qualité, la luminosité, ça, c'est casse-caca. Alors déjà de Jimmy Liao que j'ai pu lire, j'ai commencé par La Forêt des Songes, qui est son premier album jeunesse apparemment. Et ça se sent parce que ça se différencie vraiment de ses autres ouvrage où c'est beaucoup plus coloré. On suit une petite fille qui fait sa sieste de l'après-midi et elle va commencer à rêver d'un lapin qui va l'emmener dans une forêt peuplée de ses rêves à elle, des rêves qu'elle a pu oublier, des rêves échoués. T'as déjà ce jeu sémantique entre le fait de faire un rêve quand tu dors jusqu'à ce que ça t'emmène dans tes rêves, enfin les rêves, tes espoirs, tes souhaits, tes désirs. Il y a quelque chose de libérateur parce que tu la vois gambader avec ses rêves comme elle dit, parce que les lapins en fait représentent ses rêves, du coup elle s'envole avec eux, elle se promène avec eux. Et aussi il y a des moments où c'est assez solitaire parce que comme je l'ai dit, Jimmy Liao il est vraiment fort pour représenter ce genre de choses sentimentales, émotionnelles chez des enfants. Et j'avais un peu l'impression que c'était un peu une reprise de ce processus où tu trouves un nouveau rêve, tu commences à désirer quelque chose de très fort, t'es en mode ok c'est un prochain but à atteindre, t'as ce sentiment de puissance, que t'es invincible, que tu peux tout faire, que ça va être trop chouette quand tu vas réaliser ce rêve et tout. Et en fait plus tu te confrontes au monde extérieur et plus tu deviens pragmatique, voire pessimiste, et t'as des doutes, t'as des questions qui sont liées principalement également à comment la société véhicule ses valeurs. Ça se transmet dans le périple en quelque sorte de cette petite fille qui se retrouve confrontée à tous ses rêves qui ont échoué mentalement, qu'elle a oublié et qu'elle a complètement refermé dans son cœur. Du coup ça transmet un peu cette plainte de perte d'insouciance, de manque de rêves et d'espoir qu'on offre aux enfants. Les livres de Jimmy Liao c'est très poétique, je pense qu'il y a plusieurs interprétations et c'est très universel aussi, c'est vraiment ça, genre je pense que même en fait il y a des livres où c'est bizarre de se dire que c'est destiné à des enfants parce que c'est assez opaque parfois, genre tu sais la liste en premier lieu, mais tu sens qu'il y a vraiment un propos derrière qui aborde des sentiments qui sont très lourds, très pesants, mais avec cette note d'espoir également. Du coup voilà, c'est pas quelque chose qui est oppressant, c'est quelque chose que en tant qu'adulte tu peux vraiment t'identifier parce que t'as vécu ces choses là et c'est ce que l'auteur semble ressentir et il le met à hauteur d'enfant. Ça nourrit en fait son empathie, sa compréhension de l'enfant également. Par exemple dans La Lune perdue, en gros dans cette histoire là on a un adulte qui je crois au début il a un accident et du coup il tombe dans le coma et il se remémore ses souvenirs, ou alors c'est un rêve mais en tout cas peut-être ses souvenirs avec la lune, où quand il était enfant en fait il a recueilli la lune quand la lune s'est décrochée du ciel et est tombée ici et il s'en est occupé, il a soigné jusqu'à ce que la lune guérisse et puisse de nouveau s'envoler dans le ciel. Et en fait pendant que la lune s'était décrochée, les gens ont déploré son absence et ont commencé à fabriquer beaucoup de lunes pour satisfaire leur propre
joie, leur propre bonheur. T'as ce parallèle entre l'artificialité en quelque sorte de l'intérêt des gens pour la lune et la pureté de l'amitié entre le jeune garçon avec la lune. J'avais l'impression, alors en fait il y a plein d'interprétations, et hier j'avais du coup mon deuxième cours d'album jeunesse et je me suis rendu compte que j'avais du mal à comprendre parfois le sens des albums jeunesse, alors que c'est normalement de la compréhension des enfants, mais quand j'ai pas l'habitude et que je vais peut-être voir trop loin, bah en fait c'est pas du tout ça, voilà. Et du coup peut-être que mes interprétations sont foireuses, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'amitié entre le jeune garçon et la lune, c'est une amitié qui était poétique et également hyper retentissante, parce que la lune, contrairement à toutes les autres lunes factices qui sont vraiment souriantes, qui voilà, même si ils sont écrasés, même si elles sont marchées dessus, même si voilà, ils sont même poignardés ici, là, genre ils gardent le sourire parce que c'est des fausses lunes en fait, c'est juste là pour satisfaire les autres, alors que la vraie lune, elle, parfois, elle est triste, parfois elle a du mal, elle a des humeurs changeantes qui sont montrées par les différents cycles et tout. Ça a résonné avec quelque chose qui me touche en relation humaine ou notamment en amitié, le fait que tout n'est pas parfait, qu'on accepte les moments de vulnérabilité, de faiblesse de l'autre, et que voilà, ça renforce la sincérité des relations. Il y a vraiment un côté très poétique dans les dessins, ça résonne en toi et tout, et en fait Jimmy Liao, je trouve qu'il est très fort pour représenter un peu la solitude de l'enfant, pas forcément toujours négative, tu vois, genre une solitude qu'il partage avec les autres, avec quelqu'un qui lui est cher et qui accepte sa compagnie même dans le plus grand des silences. Il le représente bien à travers des planches où t'as de vastes étendues, de paysages naturels ou juste des paysages urbains ou quoi, avec les petites silhouettes des enfants qui détonnent avec toute cette immensité de paysages. Vraiment, il joue avec les couleurs, enfin c'est très poétique, et je pense que on peut en tirer quelque chose comme un apaisement d'âme ou une impression que l'auteur te comprend et t'accompagne et partage tes sentiments dans cette mélancolie qui est un peu indescriptible parfois et qui peut se transmettre limite que par l'art. Après c'est possible également qu'il y ait une critique écologique parce que tu vois des règlements climatiques qui fabriquent de manière industrielle des lunes et tout, du coup pour remplacer la vraie nature. Enfin bref, il y a ça aussi, mais j'avoue que ça c'est pas le truc qui m'intéressait le plus, c'était vraiment au niveau humain, au niveau des sentiments du protagoniste, parce que c'est peut-être autobiographique de l'auteur, parce que pour dépeindre des sentiments sur lesquels t'as du mal à mettre des mots, je pense que ça doit venir de toi également, et c'est quelqu'un qui a l'air tellement humain, ce serait trop bien de le rencontrer, même si mon chinois est très pourri, mais j'aimerais beaucoup lui parler. Ensuite, pour les mangas, j'ai lu un yaoi, Let's Be a Family de Tomokuro Hashi, publié chez Taifu dans la collection des yaoi. Alors les yaoi, quel est mon rapport au yaoi? Quand j'étais jeune, j'ai essayé d'en lire. C'était souvent très toxique et je le remarquais pas. L'histoire de plein de monde, hein, où toutes les choses problématiques et tout sont hyper banalisées, où les rapports de force sont romantisés. Mais ici, bah, la couverture m'avait l'air sympa, ça avait pas l'air toxique et ça l'est pas. En gros, on suit un couple gay qui va devoir adopter pendant un moment la fille de leur meilleure amie qui, elle, doit voyager pour travailler. Du coup, ça développe comment ils vont petit à petit former une famille. C'est un one shot, du coup, ça passe très vite. Et c'est un peu le problème parce que j'ai pas eu le temps forcément de m'attacher au personnage, tout était rushé. À chaque fois il y avait des potentiels, mais en fait ça passe très vite. Par exemple le potentiel pour développer l'amitié entre ces deux personnes avec leur meilleure amie, parce que ce sont des amis d'enfance, ils sont toujours soutenus, enfin tu sens qu'il y a vraiment un lien qui est très fort, et j'aurais voulu tellement voir plus de ça. Ils auraient pu mieux développer également les enjeux en tant que parents, parce qu'ils deviennent parents un peu de manière assez inattendue, et même si ce sont des enjeux, des questionnements qui sont esquissés, mais c'est résolu très très vite, de manière très simpliste, tu vois, et tu sens pas forcément tous les sacrifices, les dilemmes qui pourraient naître de ça. Il y a par exemple la question du jugement des autres, par exemple t'as la mère de lui qui n'approuve pas leur relation, ce qui est très réaliste, mais un moment genre elle agit comme si de rien n'était non plus, enfin comme s'il y avait un changement mais en background qu'on n'avait pas vu. Il y a des axes qui avaient l'air intéressants mais c'est rushé ou c'est trop facilité ou c'est interrompu. La question de comment concilier la vie personnelle, la vie de parents avec la vie professionnelle, mais là encore une fois voilà, mais du coup ça reste rafraîchissant, c'est pas prise de tête comme vous l'avez vu, la romance elle est saine, il y a des scènes de sexe, j'avoue je m'y attendais pas parce que bah après j'aurais dû m'y attendre parce que un yaoi forcément il y a des scènes de sexe, mais je sais pas, comme j'ai vu à la médiathèque comme ça tu vois en mode posé normal pour les ados,
j'ai pas vraiment fait gaffe, mais voilà, bon, bref. Mais sinon c'est une relation saine, genre quand il y a des problèmes de communication, quand ils sont en désaccord, ils prennent le temps de parler. Je vais l'oublier, franchement, mais c'est pas mal, voilà. J'ai voulu lire ce manga des Ice Sky and the Cool Girl de Miyuki Tonoyaga, publié chez Mangetsu. Lui, c'est le descendant de la femme des neiges, et du coup il a le pouvoir d'être super froid physiquement, mais intérieurement c'est un nounours. Genre j'ai trop aimé la description au début, c'est en mode il adore les fleurs, les chats et les personnes gentilles. Et dès lors je suis en mode ok toi mec je vais t'adorer, parce que j'adore les personnages gentils et j'adore les gens qui se rendent compte, qui sont conscients de la valeur des personnages gentils. Voilà, parce que en vrai, ça fait trop du bien au cœur. Bref, voilà, je m'écarte. Ça va être une romance avec sa collègue de bureau, elle, qui est également assez réservée, qui a une apparence de meuf stoïque, assez distante ou quoi, mais qui a aussi un cœur d'artichaut, qui est très gentille, très douce. C'est un format où c'est des chapitres courts en mode manga comique, tu vois, et du coup ça passe très vite, et du coup les scènes sont très répétitives. C'est constamment des scènes où ils rougissent parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer et du coup ils sont très timides. Du coup les moments romantiques sont omniprésents, et en fait même si c'est des tropes, franchement j'adore. Le mec qui est tout timide, tout maladroit, qui essaie de bien faire, la meuf aussi, et du coup entre eux c'est sain, c'est maladroit, c'est tendre, c'est trop mignon. D'habitude j'adore, mais pas comme ça où c'est omniprésent, où ça revient à chaque chapitre. T'as l'impression que c'est les mêmes planches qui se répètent à chaque chapitre, et comme c'est des chapitres courts, bah t'as l'impression de redire la même chose toutes les 30 secondes, et il n'y a pas forcément d'humour. En fait ça fait sourire, c'est rafraîchissant, c'est léger, mais ça m'a pas fait rire. Du coup il n'y a pas cet aspect là qui aurait pu me divertir et aurait pu me donner envie de continuer au-delà de ces deux tomes là. Mais voilà, en vrai c'est pas prise de tête et je peux vous le conseiller parce que bah c'est mignon quoi, c'est pas prise de tête, c'est tout. Je vous retrouve quand j'aurai lu un peu plus. J'ai très hâte de faire d'autres découvertes. Et pour les romans, alors j'ai juste un petit update, mais les romans je vais en faire un update lecture beaucoup plus tard, enfin la semaine prochaine, c'est pas très tard, mais bref. Hier soir j'ai fini L'Empire du Vampire de J. Christophe. Phénoménal, c'était incroyable. Voilà, du coup j'ai très hâte d'en parler, mais plus tard, sinon là je vais en parler pendant des heures. Et voilà, c'est juste pour faire un petit update pour vous teaser, peut-être si ça vous intéresse. Et on se retrouve quand j'aurai de nouvelles œuvres très cool, j'espère, à vous présenter. Voilà, d'ici là, bonne journée et à tout à l'heure, à tout de suite, j'espère. Hey, on est le 29 janvier et on se retrouve pour le deuxième et dernier clip de ce petit vlog avec un éclairage encore plus merdique que la première fois, parce que en fait j'ai une ampoule ici qui aurait pu m'aider pour l'éclairage, mais elle grille 5 fois sur 6, donc aujourd'hui c'est pas vraiment un jour chanceux, et évidemment le cadrage qui est toujours aussi branlant, mais on va faire avec. Alors j'avais pas fait le lien, mais là je tourne un vlog lecture spécial BD, œuvres graphiques, et en fait ce week-end il y avait le festival d'Angoulême. Enfin je savais qu'il y avait ce festival parce que j'ai des potes qui y vont, mais j'avais pas fait exprès de faire un vlog spécialement de ce thème là en lien avec justement ce qui se passe dans la sphère littéraire actuellement en France. Du coup j'ai trouvé ça mignon comme coïncidence, c'est tout. Bref, on s'en fout. En vrai ça avait l'air pas mal le programme de cette année, enfin je suis jamais allée de toute façon, et en vrai ça peut être une bonne expérience. Mais je me suis dit en fait si j'y allais j'aurais craché tellement d'argent, parce que j'aurais pas pu me retenir en échangeant avec les invités. J'aurais été appauvrie d'une extrémité satisfaisante et en même temps douloureuse. Et en plus j'ai franchi le pas et j'ai acheté Le Soleil et l'Étoile de Rick Riordan et Marc Ojero, qui est en fait un one shot sur Nico D'Angelo, qui est un personnage très important dans Percy Jackson. Évidemment je vais pas en parler maintenant parce que je l'ai pas encore lu. Attends, apparemment aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nico aussi, je vais aller vérifier, c'est très important. Parce que Nico D'Angelo c'est genre mon personnage préféré fictif ever, parmi tout roman confondu. Je l'aime d'amour et je suis prête à tout pour lui. C'était hier son anniversaire et je l'ai raté, c'était le 28 janvier. Je vais me repentir, je suis désolée Nico, je suis la plus mauvaise maman ever, mais j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le retrouver. Oh, je suis dégoûtée, ça commence mal.
Bref, voilà, on va se recentrer sur le sujet de vidéo. On commence par quoi? Du glauque, du milieu carcéral, de la nostalgie, de la solitude, dépression. Par quoi on commence? On va commencer par notre bon vieux Jimmy Liao. J'ai lu Les Ailes, du coup, de Jimmy Liao, publié chez Bayard Images, et pour les autres albums que j'avais présentés, c'était également chez Bayard Images, j'avais oublié de le préciser. On suit un homme pour qui tout réussit, sa carrière, sa famille, ses enfants, enfin bref, voilà, il est l'homme le plus chanceux du monde, en tout cas on le considère comme ça. Et un jour, il y a des ailes qui vont lui pousser dans le dos, et pour les gens, ça accentue encore plus sa chance, le fait qu'il a l'air d'être l'élu, et on attend de lui qu'il s'envole, qu'il se conduise comme quelqu'un qui a des ailes, quoi, pour représenter un peu le miracle de l'humanité. Sauf que lui, il est pas trop d'accord, et il subit un peu cette malédiction, c'est comme ça qu'il considère des ailes. Il y avait un ton qui était très mature, et il y avait des illustrations qui étaient un peu à la fois ironiques et du coup assez perturbantes, voire dérangeantes. Je pense que c'était un peu le message du fait de se perdre pour satisfaire les autres, de privilégier le rêve des autres par rapport à nous-mêmes, et du coup ça rappelait en quelque sorte de voler par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pas selon des directions ou une volonté dictée par d'autres personnes. C'était un peu un album pour se recentrer sur nous-mêmes, sur nos aspirations, sur notre propre conception du bonheur également. Et voilà, après j'ai pas été plus touchée que ça. Les messages ça me touche, c'est inspirant, mais l'exécution, d'un côté c'était beau, mais il y avait moins cette proximité que j'avais avec les personnages que comme quand c'est des enfants, et où je trouve qu'il y a une sensibilité un peu plus insouciante, un peu plus délicate. Mais franchement c'est une expérience encore une fois à tenter. Ensuite je vais passer brièvement sur une œuvre que j'ai abandonnée. Ça s'est éclairé. Je sais pas si ça s'est amélioré, mais en tout cas l'ampoule s'est éclairée. J'ai abandonné deux ouvrages de Akino Kodo, qui est une artiste japonaise, alors que je suis contente d'avoir rencontré, d'avoir découvert au moins, parce que c'est très particulier. En gros, c'est une artiste qui est connue pour représenter un peu de manière autobiographique, dans un certain sens, ce que les jeunes filles, les adolescentes peuvent ressentir, notamment au niveau de la puberté, à travers des illustrations assez poétiques dans un sens sombre et dérangeantes, et qui grouillent de sensations, de détails, de mystères, de tout ce genre de choses qui sont un peu difficiles à décrire. Donc ici par exemple dans cet ouvrage, Eiko, elle décrit un peu les sensations qu'on a à l'école, ou le fait que de rêvasser à l'école, et du coup notre imagination part dans tous les sens et ça confond rêve et réalité. Ici dans Les Insectes en moi, ça parle d'insectes, parce qu'elle a une fascination je crois pour les insectes, qu'elle représente, qu'elle illustre très bien dans ses œuvres. Et en fait dans ce genre d'ouvrage, en gros ici c'est une introduction à l'autrice avec une présentation textuelle et également une mise en avant de certaines de ses illustrations. Et quand tu prends l'ouvrage par l'inverse, bah c'est son œuvre graphique. Voilà. Du coup moi ça m'a pas trop parlé. J'ai aimé la singularité du monde de l'autrice, mais j'ai pas été si impactée que ça, je me suis pas retrouvée. Mais Akino Kondo, je pense que vous pouvez le garder à l'œil au cas où, si peut-être que ça vous intéresse, parce que je pense que c'est une expérience qu'on peut expérimenter. J'ai lu les deux premiers tomes de ce manga qui a l'air très vieux, Détenu 42 de Yua Kotegawa chez Bikana. On suit la réinsertion professionnelle expérimentale d'un condamné à mort. Du coup lui c'est un condamné à mort, mais on va lui dire ok, on va faire une expérimentation, on va voir si quelqu'un qui a été condamné à mort, qui a perpétué des crimes, peut se réintégrer dans la société. On va le faire travailler comme agent d'entretien dans un lycée ou dans un collège, je crois que c'est dans un lycée. Ça parle du traitement et de la vision d'un condamné à mort, le fait qu'aux yeux de la société c'est quelqu'un qui est déjà voué à sa perte, qui ne peut pas changer, qui n'est pas considéré comme un être humain, et comment on peut surmonter cette vision là et parler de réhabilitation, de seconde chance, de ne pas limiter un homme à ses actes passés. Et c'est des questions qui me donnent envie de poursuivre le manga pour voir comment ils vont être complexifiés. Je viens de remarquer que ici il y a des inscriptions en braille, je pense que c'est pour le titre, parce qu'en fait l'héroïne elle est aveugle et elle utilise le braille. Et voilà, c'est trop cool, c'est génial, franchement big up pour ça. Voilà, ça me donne envie de lire la suite, même si au niveau des personnages je suis pas
trop attachée. Je trouve que le protagoniste, il y a un truc qui coince avec lui. En fait, c'est le genre de protagoniste que j'adore parce que c'est quelqu'un, même s'il a un background qui est très sombre, très tortueux, mais concrètement dans sa personnalité il est très pur, il aime les fleurs, il est délicat avec les animaux, enfin voilà, le genre de mec qui fait peur en apparence mais au fond c'est un cœur d'artichaut et c'est quelqu'un qui essaie de faire de son mieux pour se lier avec les autres. Il adore se fondre, s'intégrer dans la vie scolaire parce que il voit tout l'engouement de la jeunesse qui lui donne de l'espoir pour sa propre vie, enfin bref voilà, c'est très pur. Mais je sais pas comment dire, il y a un petit truc qui... voilà, peut-être que ça va se décoincer par la suite, on verra. Au niveau des autres personnages, il y a une romance, et c'est de la romance tromperie. Ça part sur une base de tromperie, voilà. Et je suis en mode, pourquoi? Et du coup ça m'a dégoûtée. Il y a aussi la relation entre ce gars-là et du coup cette lycéenne. Au début je trouvais que c'était assez ambigu parce que t'avais l'impression qu'il y allait avoir une romance qui allait se développer entre eux deux. Après normalement pour l'instant c'est juste un truc genre fraternel. Il y avait un moment assez ambigu au début et je vais pas le décrire parce que c'est un peu particulier. Mais je suis en mode... parce que vous voyez dans les mangas c'est assez banalisé ce genre de relation entre majeur et mineur en mode non mais il n'y a pas de problème, t'inquiète, c'est rien, c'est l'amour. J'avais un peu peur et j'espère que par la suite ça va pas se développer en ça parce que ça gâcherait complètement leur relation alors que pour l'instant elle est pure. Le mec il fait de son mieux pour s'occuper des fleurs pour que cette fille qui est aveugle puisse profiter de l'odeur des fleurs parce qu'elle l'adore. Enfin bref voilà, ce sont des petits trucs comme ça qui renvoient au plaisir simple de la vie, qui contrastent de manière poignante avec le propos qui est assez dur, les questionnements, les réflexions qui sont très tangibles encore aujourd'hui au Japon. Ça peut être intéressant de continuer. J'ai lu Journal de ma solitude de Kabi Nagata, publié chez Pika Graphics, une compilation je crois de chapitres que l'autrice a posté sur son compte Pixiv qui est un réseau social je crois pour les artistes, une œuvre autobiographique qui revient sur la vie de l'autrice quand elle a commencé à déménager de chez ses parents, à prendre son indépendance et à également se sentir seule. Je l'ai dévoré une soirée où je voulais pas vraiment lire ce genre de choses, du coup j'ai pas beaucoup profité de ça, mais j'en retiens beaucoup de messages positifs et surtout de réflexions qui font du bien parce que ça peut résonner avec toi, notamment au niveau de la solitude. Ça explore beaucoup de nuances liées à la solitude. Par exemple le fait déjà quand t'es loin de tes amis tu te sens seul, mais après quand tu te sens entouré tu te sens quand même seul. Personnellement j'ai un rapport qui est très complexe avec la solitude, ça a beaucoup résonné en moi et voir que c'est très humain et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ressentir ça, en vrai ça fait du bien, tu te sens moins seul. Voilà, tu te sens moins seul. Ça parle aussi de l'indépendance, c'est quoi être indépendant, c'est pas forcément savoir se débrouiller seul. Ça parle de l'amour de la famille, le fait que parfois tu le ressens de manière tardive après que t'aies pris du recul et du coup c'est lié au sentiment de gratitude que l'autrice, la narratrice ressent vis-à-vis de ses parents après avoir déménagé et après s'être rendu compte de tous les sacrifices, de tout leur sollicitude envers elle et qui continue même maintenant. C'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de pudeur, de délicatesse et de tendresse et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça a résonné avec mon histoire personnelle. Ce sont parfois des choses qui sont difficiles à mettre en mots parce que tu dois faire preuve, je trouve, de beaucoup d'humilité et de remise en question pour être capable d'assumer tout ça, de les présenter ainsi et de pouvoir les diffuser et te connecter avec d'autres personnes en montrant cette part vulnérable de toi. Dans ce sens-là, je trouve que c'est une œuvre graphique qui peut vraiment résonner avec vous. Et enfin, j'ai lu cette duologie graphique qui est Les Temps Retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai chez Latitude. La couverture, ça te donne évidemment directement envie avec cette profusion de nature, avec ces deux vieilles personnes qui ont l'air trop mignons. J'ai trop envie de les rencontrer. Et du coup, c'est une romance entre ces deux vieilles personnes, entre deux personnes qui ont déjà vécu une vie entière, qui ont déjà eu un être aimé qu'ils ont quitté plus tôt, et comment eux, ils vont se donner une seconde vie après tant d'années. Déjà au niveau du graphisme, il y a un écho très nostalgique au niveau des couleurs et tout, qui résonne bien avec tous les sentiments qui sont transmis parce que on est du point de vue essentiellement des vieilles personnes et j'ai ressenti vraiment leur nostalgie, leur mélancolie, leur solitude aussi, le fait d'avoir perdu quelqu'un, un être aimé avec qui ils ont passé toute la majorité de leur vie. Ça laisse un trou béant en eux qui n'est pas comblé par
ce que d'autres personnes peuvent apporter, parce qu'il y a toujours ce décalage entre les générations ou même entre les aspirations, les valeurs, enfin le quotidien également. Du coup, le fait qu'ils retrouvent quelqu'un avec qui partager tout ça sans forcément remplacer la personne précédente, c'était très émouvant. Ça soulevait aussi des questions sur la vision, la perception des vieilles personnes dans la société, le fait qu'il y a des gens qui les considèrent comme inaptes à retrouver le bonheur, parce que être vieux, c'est avoir des contraintes, c'est ne plus avoir le temps de poursuivre tes rêves, c'est le fait de devoir penser au futur comme quelque chose d'inéluctable qui va complètement t'aspirer, qui va complètement t'engouffrer dans un vide béant. Du coup, ça sert à rien de poursuivre le bonheur, et qu'en fait, il faut surtout penser à tes enfants, à tes petits-enfants, comment ils vont se positionner, comment ils vont vivre tes propres rêves à toi. Bref, du coup, t'avais cette mentalité de vieilles personnes qui, à cause de ce genre de condamnation très tôt, se laissent dépérir, ne se voient plus comme des humains et n'ont plus la sensation de vivre pour eux, et surtout ont la sensation qu'ils n'ont plus le droit de vivre pour eux. Ça développait diverses formes de craintes, que ce soit au niveau des protagonistes, les craintes liées à la vieillesse, mais également les craintes égoïstes de leur entourage qui ne veut pas laisser vivre leur putain d'histoire d'amour parce que aux yeux de la société ça fait trop bizarre, parce qu'ils sont trop vieux pour se marier, parce qu'il faut penser à eux-mêmes, enfin leurs enfants, enfin bref voilà. Et j'étais en mode mais ouais, j'avais envie de les tarter, j'étais en mode c'est bon, laissez-les vivre leur histoire, c'est quoi le problème? Et ce qui apportait une touche émouvante en plus, c'était les relations qu'ils développaient avec leurs amis, avec leur famille, notamment leurs petits-enfants. Parce que voilà, même s'il y a des gens, des adultes qui ont une vision très pessimiste de leur histoire, mais il y a également d'autres jeunes personnes qui sont inspirées par eux, qui leur offrent leur soutien, qui leur prodiguent également énormément de force pour se battre pour leur histoire d'amour, que ce soit de jeunes adultes ou des petits enfants, qui apportent une vision très pure de la chose, très insouciante de l'amour, et ça fait du bien. Et du coup il y a tout ce mélange de bons sentiments qui font face à tout le jugement superficiel de la société et tout. J'ai beaucoup pleuré parce que juste c'était très doux, et voilà, du coup je peux que vous recommander, parce que si tu passes un bon moment avec ces deux personnes, tu te plonges en eux, dans leurs sentiments, de leur vie passée, dans ce qu'ils partagent aujourd'hui, et ça montre à quel point ce sont des personnes qui sont riches de l'intérieur et qui ont encore tellement à partager. Et voilà, bref, c'était trop cool. Voilà, j'ai enfin fini, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir quelques nouveaux bons titres. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir été 100% positive dans mes avis et j'en suis désolée. Si vous-même vous avez des œuvres graphiques ou des mangas à me conseiller, n'hésitez surtout pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Je sais que je dois lire Pandora Hearts, ça fait longtemps que c'est dans ma pile à lire. Genre ça fait depuis que je suis au lycée, donc ça va faire bientôt 10 ans. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures livresques. D'ici là, très bonne journée à vous, très bonne lecture à vous, et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!